Le millionnaire embrasse la fille la plus moquée de la soirée, mais quand elle apparaît avec des souliers de cristal. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous connaissez. Regardez, nous continuons. L'avenue des Champs-Élysées brillait en cette soirée de samedi. Le musée d'art moderne de Paris était magnifiquement décoré pour le gala de bienfaisance annuel qui réunissait l'élite de la société parisienne. Des lumières dorées illuminèrent la façade du bâtiment et un long tapis rouge guidait les invités vers l'intérieur. Des voitures luxueuses s'arrêtaient en succession, déposant des personnalités connues de la haute société, des politiciens influents et des entrepreneurs prospères. François Montagne-Deveraux ajusta sa cravate de soie italienne dans le rétroviseur de sa Mercedes-Benz avant de remettre les clés au voiturier. À 36 ans, il était l'héritier de l'empire Deveraux Construction, l'une des plus grandes entreprises du bâtiment du pays. Son visage anguleux et sa barbe parfaitement taillée s'accordaient avec son costume Armani sur mesure, renforçant l'image du jeune entrepreneur qui faisait régulièrement la une des magazines économiques et des chroniques mondaines. Monsieur Deveraux, quel plaisir de vous avoir à nouveau parmi nous. Le salua le réceptionniste avec un sourire étudié tout en vérifiant son nom sur la liste des invités VIP. François se contenta d'acquiescer, habitué à ce genre de traitement. Il pénétra dans le salon principal qui bouillonnait déjà. De conversations animées, de rires forts et de tintements de coupes de champagne. Il reconnut immédiatement les figures habituelles, les mêmes visages, les mêmes conversations, les mêmes intérêts superficiels. Il pouvait identifier les groupes qui se formaient comme de petites îles d'influence dans l'océan social. Dans un coin, des entrepreneurs discutaient de leurs plus récentes acquisitions. Dans un autre, des mondaines exhibaient des bijoux, éblouissants tout en commentant leur dernier voyage international. « François, tu es enfin arrivé !» s'exclama Thomas Mercier, son ami depuis l'époque du lycée Henri IV, en s'approchant avec 2 coupes de champagne. « Je croyais que tu allais me laisser seul dans cette mer de requins. » François accepta la boisson avec un demi-sourire. « J'ai manqué quelque chose d'intéressant. » La routine. Le sénateur Barbier vient d'arriver avec sa nouvelle épouse, 20 ans plus jeune, bien sûr. Véronique Portier fait la promotion de son nouveau projet de responsabilité sociale que nous savons tous être simplement pour défiscaliser. Ça et ton ex est dans les parages, resplendissante comme toujours. François sirota son champagne, essayant de ne pas montrer d'intérêt à la mention de Florence, son ex-fiancée. Leur relation s'était terminée 8 mois auparavant, lorsqu'il avait découvert qu'elle était impliquée avec l'un de ses associés. Il ne ressentait plus rien pour elle, juste un léger malaise au souvenir de l'humiliation publique. « Je suis venu uniquement à l'insistance de ma mère. Tu sais comment Amélie devient quand je ne me montre pas à ces événements » expliqua François observant la salle. Sa mère, Amélie Montagne-Deveraux, était connue pour son influence dans le cercle social parisien et pour organiser des événements caritatifs qui servaient davantage de vitrine sociale que de véritables initiatives caritatives. Hein, en parlant d'elle, indiqua Thomas discrètement de l'autre côté de la salle, où Amélie, impeccablement vêtue d'un modèle Valentino exclusif, conversait avec un groupe de dames élégantes. François soupira. « Je vais devoir la saluer à un moment ou un autre. Mais avant, j'ai besoin de quelque chose de plus fort que du champagne. » Les 2 amis se dirigèrent vers le bar, où ils commandèrent un whisky. En attendant, François observait l'ambiance avec un sentiment croissant d'ennui. Toutes ces personnes vivaient dans une bulle de privilèges, déconnectées de la réalité de la majorité des Français. Lui-même inclus, reconnaissait-il avec une pointe de culpabilité. C'est à ce moment que le brouhaha dans la salle changea de ton. Des regards curieux et des expressions d'étonnement se dirigèrent vers l'entrée. François se retourna instinctivement et, pour la première fois de la soirée, se sentit véritablement intrigué. Une femme venait d'entrer dans le salon et elle n'était comme aucune autre présente. Sa robe, une explosion de couleurs vibrantes en couches superposées de tissus, mélangeait des éléments de l'artisanat provençal avec un design contemporain audacieux. À ses pieds, des chaussures avec des applications qui ressemblaient à... Des cristaux reflétèrent les lumières de l'environnement à chaque pas. Ses cheveux bouclés, volumineux et naturels étaient partiellement attachés avec un arrangement de fleurs tropicales qui complétait le look.
Son maquillage, loin des standards conventionnels, mettait en valeur ses yeux avec des couleurs intenses et des brillances. « Qui est-ce » demanda François, incapable de détourner le regard. Thomas laissa échapper un rire surpris. « C'est Louise Dupont. On dit qu'elle est styliste ou quelque chose comme ça. Elle apparaît de temps en temps à ces événements, causant toujours ce genre de remous. Une figure excentrique, c'est le moins qu'on puisse dire. » François observa Louise, tandis qu'elle avançait dans le salon, apparemment indifférente au chuchotement et au regard désapprobateur. Il y avait quelque chose de magnétique dans sa présence, une confiance qui défiait tout jugement. Elle ne semblait pas intimidée par l'ambiance élitiste. Au contraire, elle marchait comme si le lieu lui appartenait. « Elle connaît quelqu'un ?»« Taïsi ?» questionna François, toujours intrigué. « Je crois qu'elle a un lien avec le milieu des arts. Ou peut-être est-ce juste une de ces artistes qui apparaissent pour attirer l'attention ?» répondit Thomas avec dédain. « Mais si tu veux un conseil, garde tes distances. Ta mère ferait une crise si elle te voyait discuter avec elle. » François sourit, soudainement animé par l'idée de contrarier les attentes. « C'est exactement pour ça que je vais lui parler maintenant. » Ignorant le regard alarmé de son ami, François traversa le salon en direction de la femme qui se servait maintenant un verre de vin rouge, seule, près d'une des sculptures exposées. De près, il put remarquer des détails qu'il n'avait pas perçus auparavant. De petites perles brodées à la main sur la robe, formant des motifs rappelant l'art traditionnel français. Le doux arôme de jasmin qui émanait d'elle, et surtout, l'expression sereine et authentique sur son visage. « Je ne connais pas grand-chose à l'art contemporain, mais je suis certain que vous êtes la pièce la plus intéressante de ce salon ce soir, » dit François en s'approchant, offrant son meilleur sourire. Louise se tourna vers lui, haussant un sourcil avec une expression amusée. « Cette approche est aussi ringarde que votre costume italien standard de l'élite parisienne, » répondit-elle, avec un accent qui mélangeait la cadence provençale avec la rapidité parisienne. François resta momentanément sans voix, déshabitué à des réponses aussi directes. Puis il laissa échapper un rire authentique. « Juste, je mérite ça pour avoir utilisé une approche aussi prévisible. »« Au moins vous l'admettez, » répondit-elle, l'étudiant plus attentivement. « François Devreau, n'est-ce pas? Votre visage apparaît partout quand on parle de jeunes entrepreneurs prometteurs. »« Coupable, » admit-il, tendant la main, « et vous êtes Louise Dupont, d'après ce que je viens d'apprendre. Alors vous vous êtes renseigné sur moi ?» Elle accepta la poignée de main, mais au lieu d'une formalité, elle tourna sa main pour observer sa montre. Patek Philippe, classique, conservateur, démontre le statut sans être trop ostentatoire. Vous avez un très bon conseiller en images. François retira sa main, surpris et intrigué. En fait, c'était un cadeau de mon père quand j'ai pris la vice-présidence de l'entreprise. Bien sûr, sourit-elle, prenant une gorgée de vin. Alors, François Devereux, héritier de Devereux Construction, qu'est-ce qui vous pousse à aborder la femme la plus commentée de la soirée? L'ennui, la rébellion, ou simplement la curiosité envers le spécimen social exotique qui a osé envahir votre territoire? Sa franchise était rafraîchissante dans un environnement où chacun pesait chaque mot. Un peu de tout cela peut-être, admit-il, principalement l'ennui. Ces événements sont toujours les mêmes. Et pourtant, vous êtes là, année après année. Obligation familiale, expliqua-t-il, observant sa mère à distance, qui le fixait maintenant avec une expression d'alarme. En parlant de cela, je crois que je vais bientôt recevoir un SMS de la matriarche Devreau me demandant de me comporter. Louise suivit son regard et identifia Amélie, qui chuchotait maintenant quelque chose à une amie sans quitter des yeux les deux jeunes gens. « Ah, la fameuse Amélie Montagne Devreau. J'ai déjà été victime de ce regard glacial quelquefois. Je ne suis pas exactement le type de compagnie qu'elle approuve pour son fils prodige. Ce qui rend cette conversation encore plus intéressante, » répondit François, se sentant étrangement libéré. « Voulez-vous faire un tour? Cet endroit a une terrasse avec une vue incroyable sur les Champs-Élysées. » Louise hésita un moment, comme si elle évaluait si cela valait la peine de poursuivre cette interaction. Finalement, avec un léger haussement d'épaule, elle répondit « Pourquoi pas? J'ai déjà causé assez de remous pour le moment. » Tandis qu'il s'éloignait du salon principal, François pouvait sentir les regards les suivre. Pour la première fois depuis longtemps, il se fichait de ce pas qu'il pensait. Il y avait quelque chose d'inexplicablement
magnétique chez cette femme qui défiait toutes les conventions, quelque chose qui lui donnait envie d'en savoir plus. La terrasse du musée offrait une vue splendide sur l'avenue des Champs-Élysées illuminée. Le ciel nocturne de Paris, rarement étoilé en raison de la pollution lumineuse, se présentait comme une toile sombre ponctuée par les lumières des hélicoptères et des gratte-ciel. François et Louise s'appuyèrent sur la balustrade, observant le flux constant de voitures en contrebas. « Alors, mademoiselle Dupont, qu'est-ce qui amène une styliste excentrique à un événement caritatif si traditionnel ?» demanda François, véritablement curieux. Louise fit tourner son verre de vin entre ses doigts, étudiant le liquide rubis avant de répondre. « D'abord, ne m'appelez pas mademoiselle Dupont, ça me fait sentir comme une institutrice. Deuxièmement, je suis ici, pour l'art, pas pour la socialisation. Certaines des pièces exposées sont vraiment extraordinaires, contrairement aux personnes. » « Touché, sourit François. Et vous comprenez vraiment l'art ou est-ce juste une pose de designer alternative ?» Louise arqua un sourcil, amusée par la provocation. « Voyons voir ce Matisse dans la salle principale. Il appartient à la période où il explorait la thématique des travailleurs méditerranéens, représentant l'exode rural et la sécheresse. Observez les mains exagérées des personnages, symbolisant le travail acharné. La palette de couleurs terreuses renforce la connexion avec la terre aride du sud, tandis que le bleu rare dans le ciel suggère l'espoir distant. » François la dévisagea, impressionné. « D'accord, vous m'avez eu. Je ne m'attendais pas à une analyse aussi précise. Les gens ont tendance à me sous-estimer, haussa-t-elle les épaules. C'est un avantage, en fait. Je peux observer beaucoup pendant que tous sont occupés à juger mon apparence. » Un silence confortable s'établit entre eux. François remarqua comment les lumières de la ville se reflétaient dans les yeux de Louise, leur donnant un éclat spécial. Il y avait une profondeur en elle qui contrastait avec la superficialité à laquelle il était habitué. « Et vous ?» demanda-t-elle soudainement. « L'héritier des Devreau a-t-il des intérêts au-delà de construire des immeubles, de luxe et d'assister à des événements mondains ?» La question le prit au dépourvu. « J'aime la photographie, » admit-il, surpris lui-même de partager quelque chose d'aussi personnel. Rien de professionnel, juste un hobby, des paysages urbains principalement. Intéressant. L'homme qui construit la ville veut aussi la capturer en images, réfléchit Louise. Il y a quelque chose de poétique là-dedans. Je n'avais jamais pensé de cette façon, répondit François, se sentant soudainement exposé. Changeant de sujet, il désigna sa robe. Cette robe, c'est une de vos créations ? Le visage de Louise s'illumina à cette question. Oui, elle fait partie de ma nouvelle collection, Racines françaises. Elle mélange des techniques artisanales traditionnelles avec un design contemporain. Chaque pièce raconte une histoire sur notre identité culturelle. C'est impressionnant, dit François sincèrement, différent de tout ce que j'ai vu aux semaines de la mode de Paris ou Milan. C'est exactement le but, expliqua-t-elle animée. Pourquoi devrions-nous suivre des standards extérieurs quand nous avons une richesse culturelle si vaste ici? Les broderies sont inspirées du travail des dentelières de Bretagne. Les couleurs viennent des festivals provençaux et de l'artisanat normand, et la structure incorpore des éléments de l'architecture moderniste française. La passion avec laquelle elle parlait était contagieuse. François se surprit véritablement intéressé, fasciné non seulement par la beauté de la femme en face de lui, mais surtout par son esprit créatif et sa vision unique. « Vous avez un atelier ?»« Une marque à vous ?» demanda-t-il. « J'ai un petit studio au Marais, » répondit Louise. « Je commence à construire ma marque, Louise Dupont Authentique. Pour l'instant, je travaille principalement avec des pièces exclusives pour des clients spécifiques et quelques petites collections pour des boutiques conceptuelles. »« Authentique » répéta François. « Nom approprié. C'est plus un manifeste qu'un nom, » sourit-elle. « J'en ai assez de voir les gens essayer de se conformer à des moules prédéterminés. La mode devrait être une expression, pas une conformité. » À ce moment, ils furent interrompus par le bruit de talons qui s'approchaient. Amélie Montagne-Devreau apparut sur la terrasse, son visage un masque de courtoisie sociale qui dissimulait à peine sa désapprobation. « François, chéri, je te cherchais. » Ah, dit-elle, ignorant complètement la présence de Louise. Le sénateur Barbier voudrait discuter de ce projet dans le 16e arrondissement. François respira profondément.
reconnaissant la tactique de sa mère. « Mère, voici Louise Dupont, styliste talentueuse. Louise, ma mère, Amélie. » Amélie regarda enfin Louise, ses yeux parcourant la robe colorée avec une expression qui mêlait surprise et dédain. « Enchantée, » dit-elle froidement, tendant une main, aux doigts couverts de bagues en diamant. « Le plaisir est le mien, Madame Devrault, » répondit Louise avec une politesse impeccable qui semblait surprendre Amélie. « Votre fils me racontait justement votre excellent travail philanthropique. »« Vraiment ?» Amélie parut momentanément déconcertée. « Eh bien, il est très important pour notre famille de rendre à la société. »« Je suis tout à fait d'accord, » acquiesça Louise. « C'est pourquoi je collabore avec des coopératives d'artisanes dans des communautés périphériques. Je crois que le véritable impact social vient de l'autonomisation économique. » François observait l'échange avec une admiration croissante pour Louise. Elle naviguait dans cette situation inconfortable avec une grâce qu'il n'attendait pas. « Intéressant, » répondit Amélie sèchement, se tournant vers son fils. « François, n'oublie pas tes responsabilités ce soir. Ton père te cherche aussi. » Sur ces mots, elle lança un dernier regard évaluateur à Louise et se retira, le son de ses escarpins Christian Louboutin résonnant sur le sol de marbre. C'était la version polie de « Éloigne-toi de mon fils », commenta Louise après. Le départ d'Amélie. François rit, se sentant comme un adolescent rebelle. « Désolé pour ça, ma mère a des attentes spécifiques. Ne t'inquiète pas, je suis habitué à ce genre de réaction. » Haussa-t-elle les épaules. « De toute façon, je crois que j'ai assez fait sensation pour une soirée. Je devrais partir. » « Déjà ?» François ressentit une pointe de déception. « La soirée vient à peine de commencer. J'ai du travail tôt demain matin, » expliqua-t-elle. « Une pièce à livrer lundi. »« Puis-je au moins avoir votre numéro ?» demanda-t-il, surpris par son propre enthousiasme. « J'aimerais continuer notre conversation dans un environnement moins surveillé. » Louise l'étudia un moment, comme si elle évaluait ses intentions. Finalement, elle prit son téléphone et tapa son numéro. « N'espérez pas que je réponde aux appels après 10 heures du soir. Je serai en train de travailler. »« Compris, » sourit François, se sentant étrangement victorieux. Quand elle se tourna pour partir, François l'appela à nouveau. « Louise, merci d'avoir rendu cette soirée intéressante. » Elle sourit, un sourire authentique qui illumina son visage. « À bientôt, François Devrault. » Dans les jours qui suivirent, François se surprit à penser constamment à Louise. Quelque chose en elle avait éveillé sa curiosité d'une manière qu'aucune autre personne n'avait réussi auparavant. Le 3e jour après l'événement, il trouva enfin le courage d'appeler. À sa surprise, Louise suggéra un rendez-vous aux Halles de Paris, un endroit que François fréquentait rarement malgré son statut d'icône de la ville. Tandis qu'il marchait entre les étals colorés de fruits exotiques et d'épices, François se sentait déplacé dans son costume italien. « Vous ressemblez à un cadre qui s'est perdu en chemin vers son bureau. » Rit Louise en le rencontrant. Elle portait une salopette en coton écru avec des applications de tissu provençal, complétées par des accessoires artisanaux. Ses cheveux étaient attachés dans un turban coloré qui s'accordait parfaitement avec le reste de sa tenue. « Je ne savais pas exactement quoi porter pour un rendez-vous aux Halles, » admit-il. « Rendez-vous » Elle haussa un sourcil, amusée. « C'est un rendez-vous, monsieur Devrault ?» François sentit ses joues légèrement rougir. « Je pensais... Eh bien... Je plaisante, » rit-elle. « Venez, je veux vous montrer quelque chose. » Ce qui suivit fut une leçon sur la cuisine française. Louise le guida à travers les étals, le présentant à des commerçants qui la connaissaient par son nom. Ils goûtèrent des fruits que François, bien que français, n'avait jamais essayés, dégustèrent des fromages artisanaux de Normandie et terminèrent avec le fameux sandwich au jambon beurre. Comment est-il possible que moi, né et élevé à Paris, je connaisse si peu ma propre ville ? Demanda François, émerveillé par l'expérience. Parce que vous vivez dans une bulle, répondit Louise simplement. La plupart des personnes de votre classe sociale vivent ainsi. Ce n'est pas une critique, juste une constatation. Ce fut le premier de nombreux rendez-vous inhabituels. Louise l'emmena à des expositions dans des galeries alternatives du Marais, à des performances de musique expérimentale à Belleville, à des marchés d'artisanat dans le centre historique. François, à son tour, la surprit avec un pique-nique au jardin du Luxembourg au coucher du soleil, une visite au musée du football
découvrant qu'elle était fervente supportrice de l'Olympique de Marseille, et un dîner sur le toit d'un des immeubles construits par son entreprise, avec vue panoramique sur la ville. À chaque rencontre, François découvrait plus sur Louise. Il apprit qu'elle était née dans un petit village de Provence, fille d'un professeur d'université et d'une artiste plasticienne. Sa famille avait des racines chez les anciens barons viticoles, mais la fortune s'était perdue au fil des générations. Sa grand-mère, Madame Constance, gardait les histoires et traditions familiales, et c'était elle qui avait encouragé Louise à suivre son propre chemin. Ma grand-mère disait toujours que notre véritable héritage n'était pas l'argent, mais l'identité, raconta Louise lors d'une promenade au Jardin des Plantes. Elle gardait des albums de vieilles photographies, des documents, même des échantillons de tissus des robes portées par mes arrière-grand-mères. C'est elle qui m'a appris à valoriser nos racines. Elle semble incroyable, commenta François. J'aimerais la rencontrer un jour. Elle t'interrogerait sans pitié, rit Louise, mais peut-être un jour. Après 3 semaines de rencontres régulières, François réalisa qu'il était complètement amoureux. La façon dont Louise voyait le monde, sa créativité, son authenticité, tout en elle l'enchantait. Cependant, il avait gardé leur relation secrète de sa famille, craignant les réactions, surtout celles de sa mère. Ce fut Thomas qui l'alerta pendant un déjeuner d'affaires. « François, vous n'êtes pas exactement discret. J'ai déjà vu des photos de vous dans au moins 3 chroniques mondaines différentes. Ta mère doit être en train de péter les plombs. » Comme pour confirmer la prédiction, son téléphone sonna à ce moment précis. C'était Amélie. « François, nous devons parler de tes apparitions publiques récentes. Dîne avec nous ce soir. Ton père insiste. » En raccrochant, François savait que le moment d'affronter sa famille était arrivé, mais avant, il avait besoin de Louise à ses côtés. Il l'appela immédiatement. « Salut, étranger !» répondit-elle de sa voix mélodieuse. « Laisse-moi deviner, tu me manques. »« Toujours, » répondit-il sincèrement. « Mais j'ai appelé pour une autre raison. Je voulais t'inviter à dîner. »« Bien sûr. Où ça ?» François respira profondément avant de répondre. « Chez mes parents. » Le silence qui suivit de l'autre côté de la ligne était presque tangible. François attendit, comptant mentalement les secondes. « Tu es sûr de ça ?» demanda finalement Louise, sa voix maintenant dépourvue de son assurance habituelle. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. »« S'il te plaît, » insista François. « Je sais que ce sera difficile, mais je veux qu'ils te connaissent. Vraiment pas l'image qu'ils se sont faite à partir de ragots et de préjugés. » Encore un moment de silence. « D'accord, » accepta-t-elle enfin, « mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Je vais devoir créer une tenue de guerre. » François rit, soulagé. « Tu peux laisser ta robe la plus extravagante à la maison. Cette fois. À moins que tu ne veuilles donner une crise cardiaque à ma mère. Maintenant, tu enlèves tout le plaisir, » plaisanta-t-elle, mais sa voix portait encore une note d'appréhension. La demeure des Devereux se trouvait dans le prestigieux 16e arrondissement, dans une résidence fermée où chaque propriété était pratiquement invisible depuis la rue, protégée par de hauts murs et une végétation dense. Un garde en uniforme ouvrit le portail électronique lorsque la voiture de François approcha. Il était allé chercher Louise dans son appartement au Marais, un loft spacieux qui servait simultanément de résidence et d'atelier. Pour l'occasion, elle avait choisi une robe midi de coupe classique en pure soie, d'un bleu profond qui mettait en valeur son teint. Le modèle était étonnamment conservateur, mais Louise avait ajouté sa touche personnelle avec un collier artisanal en argent et pierres françaises et une paire de boucles d'oreilles asymétriques qu'elle avait elle-même conçues. Ses cheveux étaient rassemblés en un chignon élaboré, avec quelques boucles détachées encadrant son visage. « Tu es magnifique », dit François sincèrement en conduisant sur l'allée de la demeure, et étonnamment traditionnelle. « Je peux jouer le jeu quand c'est nécessaire, » répondit-elle, ajustant nerveusement son collier. « Mais n'espère pas que je prétende être qui je ne suis pas. »« Je ne te demanderai jamais cela, » assura-t-il, se garant devant l'entrée principale. Avant d'éteindre le moteur, il se tourna vers elle et prit sa main. « Merci de faire cela. Ça signifie beaucoup pour moi. » L'expression de Louise s'adoucit. « Je suis ici uniquement parce que tu comptes aussi beaucoup pour moi. » Les yeux de François brillèrent à cette déclaration. Il se pencha et l'embrassa doucement, un baiser plein de promesses non dites. Le moment fut interrompu par la porte du manoir qui s'ouvrait.
Marie, la gouvernante qui travaillait pour la famille depuis plus de 20 ans, apparut sur le seuil. « Monsieur François, vos parents vous attendent au salon. » François fit le tour de la voiture pour ouvrir la porte à Louise, lui offrant son bras en un geste silencieux de soutien. Ensemble, ils montèrent les marches de marbre qui menaient à l'entrée de la demeure. L'intérieur était exactement comme Louise l'avait imaginé, un mélange d'opulence traditionnelle et de design contemporain. Des œuvres d'art coûteuses ornaient les murs. Elle reconnut un authentique Matisse et ce qui semblait être un Cézanne. Les meubles étaient évidemment des pièces de design signées, et le sol en marbre italien reflétait l'éclairage stratégiquement positionné. Amélie et Charles Devreau étaient assis sur un canapé en cuir italien, comme s'ils posaient pour un portrait de famille. Amélie portait un ensemble Chanel et des bijoux discrets, mais visiblement coûteux. Charles, un homme de 60 ans aux cheveux gris parfaitement coiffés, portait un pantalon habillé et une chemise en soie, même à la maison. À côté, tous deux assises dans un fauteuil, se trouvait Julie, la sœur cadette de François, influenceuse digitale connue avec des millions d'abonnés. « Vous voilà enfin !» commenta Amélie, se levant pour les accueillir avec des baisers formels en l'air. Son regard évalua Louise de la tête aux pieds, visiblement surprise par son apparence relativement conservatrice. « Désolé pour le retard, » dit François. « Circulation sur le périphérique. Père, mère, Julie, voici Louise Dupont. »« Très heureuse de vous rencontrer officiellement, » dit Louise avec une politesse impeccable, tendant d'abord la main à Charles. Le patriarche de la famille accepta la salutation avec une poignée de main ferme. « Le plaisir est le nôtre, mademoiselle Dupont. François a été mystérieux à votre sujet. »« Louise, s'il vous plaît, » insista-t-elle avec un sourire. Amélie offrit une poignée de main rapide et froide. « Bienvenue chez nous. » Julie, par contre, semblait véritablement curieuse. « Je rencontre enfin la femme qui fait tant parler. Vos créations sont incroyables. Je vous suis sur Instagram. » Louise parut surprise. « Merci. Je ne savais pas que j'avais une abonnée célèbre. Je suis votre travail depuis cette collaboration avec les artisanes de la vallée de la Loire. C'était révolutionnaire !» s'exclama Julie, ignorant le regard d'avertissement de sa mère. « Pourquoi ne pas passer à table ?» suggéra Charles, indiquant la salle à manger adjacente où une table élégamment dressée attendait. Le dîner commença avec une tension palpable. Marie servait les plats préparés par le chef particulier de la famille, une entrée de coquilles, Saint-Jacques grillé avec une émulsion de safran, suivi d'un carré d'agneau avec risotto au safran. La conversation initiale tourna autour de sujets sûrs, la météo, les événements récents de la ville, les actualités de l'entreprise. Ce fut Amélie qui aborda finalement l'éléphant dans la pièce. « Alors, Louise, François a mentionné que vous êtes styliste. Avez-vous étudié à l'école de la chambre syndicale ou peut-être à l'étranger, Milan ?» Louise prit une gorgée de vin avant de répondre. « En fait, j'ai étudié à l'Université de Provence, design de mode. Puis j'ai fait une spécialisation en techniques artisanales françaises à l'Institut français de la mode. » « Oh !» Amélie ne cacha pas sa surprise. « Je pensais que c'est bien. La plupart des designers reconnus étudient dans les institutions traditionnelles. »« Maman, qu'elle avertit François ?» Mais Louise toucha légèrement son bras. « Il n'y a pas de problème, François, » dit-elle calmement. « Madame Devreau, je crois que le véritable talent peut s'épanouir n'importe où. Les institutions traditionnelles ont leurs valeurs, mais elles ont aussi tendance à produire des professionnels avec des visions homogènes. J'ai préféré un chemin qui me permettait d'explorer notre diversité culturelle de façon plus authentique. » Charles sembla intéressé. « Et votre famille? Ils sont de Provence, c'est ça? » « Oui, de Saint-Rémy de Provence à l'origine. Ma famille y a des racines depuis l'époque dorée de la viticulture. Mes ancêtres étaient propriétaires de vignobles, mais comme beaucoup de familles traditionnelles, nous avons perdu une grande partie de la fortune avec le temps. Mon père est professeur d'université d'histoire française et ma mère est artiste plasticienne. »« Fascinant, » commenta Charles, paraissant vraiment intéressé. « Je connais Saint-Rémy, magnifique ville historique. Vous y conservez encore des propriétés ? » « Juste la maison de ma grand-mère, Madame Constance. C'est une construction provençale du XVIIIe siècle, préservée comme patrimoine historique. Elle y garde une grande partie de l'histoire de notre famille. » Amélie intervint, son ton faussement désinvolte. «
Et comment exactement vous et François vous êtes-vous rencontrés? Il a été si vague à ce sujet. François et Louise échangèrent des « Regards, nous nous sommes rencontrés au gala de bienfaisance du musée d'art moderne, maman. Tu y étais, tu te souviens ?»« Ah oui, bien sûr. » Amélie sourit froidement. « Vous portiez cette robe assez mémorable. »« Merci, » répondit Louise tranquillement. C'était une pièce de ma collection Racines françaises, inspirée de l'art traditionnel et de l'artisanat provençal. Louise travaille avec des artisanes de communautés périphériques, ajouta François, fier. Elle a un projet qui forme des femmes en situation de vulnérabilité, leur enseignant des techniques traditionnelles et incorporant leur travail dans des pièces de haute couture. Admirable, commenta Charles, paraissant vraiment impressionné. En effet, acquiesça Amélie, bien que son ton suggérât le contraire. Mais ce doit être un travail, limité en portée. Je veux dire, le marché du luxe français est si restreint. En réalité, intervint Julie, les créations de Louise ont été présentées lors de la dernière semaine de la mode de Paris et ont reçu d'excellentes critiques. J'ai vu son interview dans Vogue France le mois dernier. Amélie lança un regard irrité à sa fille. Eh bien, je suppose qu'il y a de la place pour des expériences alternatives dans le monde de la mode. François pouvait sentir son irritation croître, mais Louise restait sereine. Madame Devrault, je comprends votre préoccupation. Le chemin que j'ai choisi n'est pas le plus conventionnel et certainement pas le plus facile, mais je crois profondément au potentiel de la mode française authentique qui célèbre nos racines au lieu de simplement copier des tendances internationales. La réponse polie mais ferme sembla déconcerter Amélie momentanément. Charles profita du moment pour changer légèrement le cours de la conversation. François a mentionné que vous avez des projets ambitieux pour votre marque. Un projet spécifique en tête? Les yeux de Louise brillèrent d'un enthousiasme authentique. Actuellement, je développe l'idée d'une école de mode inclusive qui pourrait démocratiser la connaissance et valoriser les techniques traditionnelles françaises. Un espace qui accueillerait des talents divers, indépendamment de l'origine sociale ou de la formation préalable. Une école? Amélie ne put cacher sa surprise. Cela requiert un investissement considérable et une expérience éducative. Je suis consciente des défis, répondit Louise. C'est pourquoi je cherche des partenariats avec des artisans, des entreprises et des investisseurs potentiels qui partagent cette vision. François se pencha légèrement en avant. En fait, j'ai envisagé d'investir dans le projet. Je crois qu'il a un énorme potentiel. Le silence qui suivit fut assourdissant. Amélie posa sa fourchette avec une précision chirurgicale à côté de son assiette. Charles observa son fils avec une expression énigmatique. Julie semblait retenir un sourire. « Tu n'as jamais mentionné cela ?» dit finalement Amélie, sa voix contrôlée. « Nous en sommes encore à la phase initiale des discussions », expliqua François, maintenant un ton décontracté, malgré la tension évidente. « Mais je crois que le projet s'aligne parfaitement avec notre nouvelle initiative de responsabilité sociale d'entreprise. » François, Amélie sourit tendue. « Pourrions-nous parler en privé un instant, dans la bibliothèque ?» Avant que François puisse protester, sa mère était déjà debout. Lançant un regard d'excuse à Louise, il suivit Amélie jusqu'à l'élégante bibliothèque du manoir, où des livres reliés en cuir, beaucoup jamais ouverts, s'alignaient sur des étagères d'acajou. Dès que la porte se ferma, Amélie se tourna vers son fils, abandonnant toute prétention de calme. « Tu as complètement perdu la tête? Investir l'argent de la famille dans un projet d'école de mode Pourquoi, mère? Dis-le, défia François, croisant les bras. Pour une aventurière qui a clairement des vues sur ta fortune, compléta Amélie, exaspérée. François, je connais les femmes comme elle, exotiques, différentes. Elles te font te sentir spéciale pendant un moment, mais au final, ce sont juste des opportunistes. François sentit une vague de colère monter en lui. Tu ne connais pas Louise, tu n'as pas la moindre idée de qui elle est. Et toi, tu la connais depuis combien de temps? 3, 4 semaines? S'il te plaît, François, tu n'es pas un adolescent. Tu es l'héritier d'un empire. Tu dois penser avec ta tête, pas avec... Assez, interrompit François, sa voix plus ferme qu'il ne l'avait voulu. Je ne vais pas rester ici à t'écouter insulter la femme que j'aime. Amélie recula comme si elle avait reçu une gifle. Amour, tu ne peux pas être sérieux.
Je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie, répondit-il, se surprenant lui-même par la certitude dans sa voix. Louise est intelligente, talentueuse, authentique, tout ce que j'ai toujours cherché et jamais trouvé dans notre cercle social. Et oui, j'ai l'intention de soutenir son projet parce que je crois en lui et en elle. Ton père n'approuvera pas cela, menaça Amélie. Je suis vice-président de l'entreprise et j'ai l'autonomie pour prendre des décisions d'investissement dans des projets sociaux dans les limites de mon budget, rappela François. De plus, si nécessaire, j'utiliserai mon propre argent. Avant qu'Amélie puisse répondre, la porte de la bibliothèque s'ouvrit. C'était Charles, son visage un masque de tranquillité étudiée qui cachait à peine son inquiétude. Le dîner refroidit, dit-il, et notre invité n'est diverti que par Julie, ce que je ne considère pas nécessairement rassurant. Charles, commença Amélie, tu dois parler à ton fils de ses intentions financières. Le patriarche regarda d'Amélie à François. Nous discuterons des affaires à un autre moment. Maintenant, nous avons une invitée qui attend, et les Devreau n'ont jamais été connus pour leur manque d'éducation, n'est-ce pas? Avec un dernier regard d'avertissement à son fils, Amélie sortit de la bibliothèque, ajustant son collier de perles comme si elle se préparait pour une bataille. Charles observa François un moment. « Elle est importante pour toi, n'est-ce pas? » « Plus que je ne peux l'expliquer, » admit François. Le père hocha lentement la tête. « Alors je suggère que nous retournions au dîner. Et après, peut-être qu'il est temps de mieux connaître cette jeune femme qui a si complètement conquis mon fils. » Quand ils revinrent à la salle à manger, ils trouvèrent Louise et Julie engagées dans une discussion animée sur la durabilité dans la mode. En voyant François, Louise lui lança un regard interrogateur auquel il répondit par un petit sourire rassurant. Le reste du dîner se déroula dans un climat de trêve tendue. Amélie maintint une politesse glaciale, tandis que Charles démontrait un intérêt sincère pour les idées de Louise. Julie, à la surprise de François, semblait avoir formé une alliance immédiate avec elle, échangeant des contacts et discutant de collaborations possibles pour ses canaux de médias sociaux. Lorsqu'ils se dirent enfin au revoir, Amélie offrit un sourire rigide. « Ce fut un plaisir de mieux vous connaître, Louise. J'espère que vous comprenez qu'en tant que famille, nous nous soucions du bien-être de François. » « Je comprends parfaitement, Madame Devreau, » répondit Louise avec une dignité sereine. « Je m'en soucie aussi. » Dans la voiture, sur le chemin de retour vers l'appartement de Louise, un silence confortable s'établit entre eux. Ce fut elle qui finalement le rompit. « Ta mère me déteste, » constata-t-elle simplement. François soupira. « Elle ne te connaît pas encore. Donne-lui du temps. »« Ta sœur est étonnamment sympa, » commenta Louise. « Et ton père ?» Difficile à déchiffrer. « Mon père est un stratège. Il t'évalue avant de former une opinion définitive, » expliqua François. « Et oui, Julie a toujours été la rebelle de la famille. Je pense que c'est pour ça que vous vous êtes si bien entendus. » Louise se tourna pour le regarder. « Tu vas bien? Tu semblais tendu quand tu es revenu de la conversation privée. » François prit sa main et l'embrassa doucement. « Je vais très bien. En fait, je n'ai jamais été mieux. J'ai réalisé quelque chose d'important aujourd'hui. »« Quoi ? » ?»« Que je suis amoureux de toi, dit-il simplement, et que je me fiche de ce que quiconque en pense. » Louise resta silencieuse un moment, et François craignit d'être allé trop loin, trop vite. Puis elle sourit, ce sourire authentique qui avait capturé son cœur dès le premier instant. « Je crois que nous devons parler de ce plan d'investissement, Monsieur Devreau, » dit-elle, « parce que j'ai de grandes idées pour cette école, et maintenant que je sais que tu es amoureux de moi, je vais en profiter au maximum. » François rit, ressentant une légèreté qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. « J'ai hâte, et en parlant de cela, j'aimerais rencontrer ta grand-mère. Je pense qu'il est temps. » Le petit village de Saint-Rémy-de-Provence semblait figé dans le temps. Les rues pavées, les maisons provençales colorées et les églises baroques racontaient des histoires d'une France séculaire. François conduisait lentement sa voiture importée, déplacée dans ce paysage historique, suivant les indications de Louise pour arriver à la maison de sa grand-mère. Tourne à droite à ce coin, puis continue jusqu'au bout de la rue. Tiens, indiqua-t-elle, l'anxiété et l'excitation se mêlant dans sa voix. C'est cette maison bleue aux fenêtres blanches. La demeure provençale qui apparut devant eux était une construction imposante, mais qui montrait les signes du temps. La façade bleu lavande s'écaillait par endroits,
et le jardin, bien que soigné, avait un aspect sauvage qui contrastait avec les jardins méticuleusement entretenus des manoirs parisiens. Pourtant, il y avait une dignité indiscutable dans la propriété, une sensation d'histoire vivante que François expérimentait rarement. « C'est magnifique », commenta-t-il sincèrement, se garant devant la maison. « Attends de voir l'intérieur », répondit Louise, ses yeux brillants. « Chaque pièce raconte un morceau de l'histoire de ma famille. » Avant même qu'ils ne frappent à la porte, celle-ci s'ouvrit, révélant une dame de petite stature, aux cheveux blancs attachés en un chignon simple et aux yeux vifs qui rappelaient immédiatement ceux de Louise. Elle portait une robe simple, en coton fleuri et des pantoufles, mais se tenait avec la dignité d'une reine. « Enfin tu l'as amenée !» s'exclama Madame Constance, ouvrant les bras pour embrasser sa petite fille. Je commençais à croire qu'il était imaginaire. « Mamie !» protesta Louise, rougissant légèrement tout en embrassant sa grand-mère. « Voici François Deveraux. François, ma grand-mère, Constance Dupont. » François tendit respectueusement la main, mais Madame Constance l'attira dans une étreinte étonnamment forte pour quelqu'un de son âge. « Chez moi, on ne fait pas tant de formalités, mon garçon. Entre, entre. Je viens de faire un gâteau à la lavande et le café est tout frais. » L'intérieur de la maison était encore plus impressionnant que la façade. D'anciens meubles en noyer, que François reconnut comme des pièces d'une valeur inestimable, cohabitaient avec des objets du quotidien. Les murs étaient couverts de vieilles photographies dans des cadres d'argent terni, de documents encadrés et de petites œuvres d'art qui semblaient avoir été transmises de génération en génération. « Votre maison est un musée, madame. »« Constance !» commenta François, véritablement impressionné en observant un portrait à l'huile qui semblait dater du XIXe siècle. « Un musée est un lieu de choses mortes, mon garçon. Ici, tout est vivant, » corrigea la dame avec un sourire. « Chaque objet a une histoire, et tant que les histoires sont racontées, rien ne meurt vraiment. » Ils s'installèrent sur la terrasse arrière, qui donnait sur un jardin luxuriant avec des arbres fruitiers et des herbes aromatiques. Le café fut servi dans des tasses de porcelaine ancienne, accompagné de gâteaux à la lavande encore chauds et de fromage de chèvre frais. « Alors c'est toi le jeune homme qui a fait tourner la tête de ma petite fille, » commença madame. Constance sans détour étudiant François par-dessus sa tasse de café, l'héritier de l'Empire Deveraux. « Mamie, » protesta Louise à nouveau, « nous avions convenu. »« Ce n'est rien, » interrompit François avec un sourire. « Oui madame, c'est moi. Bien que je préférerais dire que c'est votre petite fille qui m'a fait tourner la tête. » Madame Constance laissa échapper un rire sincère. « Bon garçon, sincère et sans peur de montrer ce qu'il ressent. Je t'aime déjà. » Louise se détendit visiblement, et la conversation coula avec une aisance surprenante. Madame Constance avait le don de poser des questions directes, sans paraître intrusive, et François se retrouva à partager des détails de sa vie qu'il partageait rarement. Après le café, la matriarche se leva avec une énergie qui défiait ses 82 ans. « Viens, mon garçon, je veux te montrer quelque chose. » Ils la suivirent jusqu'à une salle à l'arrière de la maison que François reconnut immédiatement comme une sorte d'archive familiale. Des étagères remplies d'albums de photographies, des boîtes de documents soigneusement organisées et, à sa surprise, plusieurs vitrines contenant d'anciens tissus, bijoux et autres objets personnels. « Voici notre histoire. » Ça m'expliqua Madame Constance, retirant un grand album relié en cuir. Les Dupont furent l'une des premières familles à cultiver la vigne en Provence. Avant cela, ils travaillaient dans le commerce de soieries et de parfums. Avec un soin révérencieux, elle ouvrit l'album révélant des photographies sépia d'hommes aux poses rigides et de femmes en robes élaborées. C'était mon arrière-grand-père, Victor Dupont, l'un des vignerons les plus influents de la région. Et celle-ci, pointa-t-elle vers une femme à l'expression sévère, était mon arrière-grand-mère, Madame Augustine, connue pour sa collection d'art sacré et pour avoir fondé la première école pour filles de la ville. François écoutait fasciné, tandis que Madame Constance narrait l'histoire de sa famille, montrant des documents, des actes de propriété de terre qui avaient un jour appartenu aux Dupont, des lettres de rois et de présidents remerciant pour des contributions à la nation. « Qu'est-il arrivé à la fortune de la famille ?» demanda François, curieux. « Ah, la vieille histoire française !» soupira Madame Constance. « Un mélange de mauvaise gestion, de crises économiques et d'incapacité à s'adapter aux temps nouveaux.
Mon père, Jean Dupont, fut le dernier à essayer de maintenir les vignobles, mais la crise de 1929 frappa durement notre famille. Il dut vendre la plupart des propriétés pour payer les dettes. Mais vous avez gardé cette maison, observa François. Par pure obstination de ma part, rit la dame. Quand mon mari est décédé, la banque voulait saisir à la propriété. J'ai donné des leçons de piano, vendu des bijoux de famille, fait ce qu'il fallait pour garder notre foyer et notre histoire. Madame Constance prit un autre album, plus récent. Regarde, c'est Louise enfant, toujours différente, toujours authentique. La photographie montrait une Louise d'environ 8 ans, avec des cheveux bouclés indomptables et une robe colorée qu'elle avait clairement personnalisée, peignant des fleurs sur les bords avec de la peinture textile. Elle était née artiste, continua la grand-mère avec une fierté évidente. Depuis toute petite, elle transformait tout ce qu'elle touchait. Elle prenait mes vieux vêtements et créait des robes de princesse, utilisait des chutes de tissu pour faire des poupées. Tous disaient que c'était une phase, mais je savais que c'était un talent. Louise sourit, visiblement émue. Mamie a été la seule qui n'a jamais essayé de me faire rentrer dans un moule. Quand les autres enfants riaient de ma façon, différente de m'habiller, elle me disait « Suis ton cœur, petite. Le monde a besoin d'originaux, pas de copies. » François sentit une vague d'affection en observant l'interaction entre grand-mère et petite-fille. Il était évident que l'esprit libre de Louise avait été nourri dans cette maison parmi ses histoires de résistance et d'originalité. « Et maintenant, parlez-moi de cette école de mode que vous voulez créer » demanda Madame Constance, se rasseyant dans son fauteuil préféré sur la terrasse. « Louise a mentionné quelque chose, mais je veux l'entendre de vous deux. » Les yeux de Louise brillèrent d'enthousiasme. « C'est un projet dont je rêve depuis des années, mamie. Une école qui valorise les techniques artisanales françaises, qui donne une chance aux talents des communautés périphériques, qui crée une mode authentiquement française, au lieu de simplement copier des tendances internationales. L'idée est de créer un espace inclusif, continua François, surpris par son propre enthousiasme. Pas seulement une école traditionnelle, mais un centre créatif qui connecte les artisans traditionnels avec les designers contemporains, qui offre des bourses d'études aux jeunes talents sans accès à l'éducation formelle, qui sauve des techniques en voie de disparition. « Et comment financerez-vous cela ?» demanda la dame pragmatiquement. « Je suis prêt à investir le capital initial, » expliqua François. « Je crois que nous pouvons le structurer comme une organisation à but non lucratif, chercher des partenariats avec des entreprises intéressées par la responsabilité sociale, peut-être même un soutien gouvernemental pour la préservation du patrimoine culturel immatériel. » Madame Constance étudia les deux pendant un long moment, ses yeux perspicaces se déplaçant de l'un à l'autre. « Vous ne rêvez pas seulement d'une école, vous rêvez d'une révolution dans la mode française. » « C'est exactement ça, » confirma Louise prenant la main de sa grand-mère. « Je veux créer quelque chose qui honore notre histoire, nos racines, mais qui regarde vers l'avenir. » La matriarche acquiesça lentement. « Savez-vous ce qui me plaît le plus dans cette idée? Ce n'est pas seulement un projet de charité, où les riches aident les pauvres. C'est un échange authentique, où chacun a quelque chose de précieux à offrir et à apprendre. » François sentit un immense soulagement en réalisant que la grand-mère de Louise approuvait le projet. Son opinion, il l'avait déjà remarqué, signifiait le monde pour Louise. « J'ai quelque chose qui pourrait vous aider, » dit Madame Constance, se levant à nouveau. « Suivez-moi. » Ils la suivirent jusqu'à une petite pièce à l'arrière de la maison qui servait de dépôt. Avec précaution, la dame ouvrit un vieux coffre en bois sculpté et en retira plusieurs cahiers à couverture rigide, jaunis par le temps. « C'étaient les cahiers de ma grand-mère et de ma mère, » expliqua-t-elle. « Ils contiennent des échantillons de broderie, dentelle, techniques textiles traditionnelles qui ont été transmises depuis des générations. Certains de ces points et motifs ne sont probablement plus pratiqués aujourd'hui. » Louise prit les cahiers avec révérence, les ouvrant pour révéler page après page d'échantillons de tissu, dessins détaillés de points de broderie, notes méticuleuses sur les techniques et matériaux. « Mamie, c'est inestimable, » chuchota-t-elle, les yeux embués. « Un trésor de connaissances. » « Et il y a plus, » continua Madame Constance, sortant d'une armoire encastrée plusieurs vêtements soigneusement emballés dans du papier de soie. Robes de mariée, tenues de fête, vêtements de baptême,
tous faits à la main, certains datant de plus de 150 ans. François observait en silence comprenant l'ampleur du moment. Ce n'était pas juste de vieux vêtements ou des techniques oubliées, c'était un héritage culturel qui se transmettait, une histoire qui se poursuivait à travers Louise. « Je veux que vous utilisiez tout cela pour l'école », déclara la dame. « Ces connaissances ne doivent pas rester enfermées dans un coffre, elles doivent vivre, être recréées, réinventées par de nouvelles mains. » Louise embrassa sa grand-mère sans mots pour exprimer sa gratitude. François se sentait comme un observateur privilégié d'un moment intime et puissant entre générations. Plus tard, alors qu'il marchait sur les rues pavées de Saint-Rémy-de-Provence après le dîner, Louise semblait illuminée de l'intérieur. Le ciel étoilé de Provence, si différent du ciel pollué de Paris, formait une coupole parfaite au-dessus d'eux. « Ta grand-mère est incroyable », commenta François, tenant la main de Louise tandis qu'il se promenait sur la place centrale, où l'église de Saint-Martin s'élevait majestueusement, illuminée par des projecteurs. « Elle t'aime bien », te répondit Louise, « et ça n'arrive pas facilement. »« Je crois que je comprends maintenant, » dit-il, s'arrêtant pour la regarder sous la douce lumière des réverbères anciens. « Tu comprends quoi? D'où vient ta force, ton authenticité? C'est un héritage familial, transmis par des femmes extraordinaires. » Louise sourit, touchée par le commentaire. « Mamie dit toujours que nous sommes faits des histoires que nous héritons et de celles que nous choisissons de raconter. » François l'attira près de lui, l'embrassant doucement sous le ciel étoilé de Provence. « Je veux faire partie de l'histoire que tu écris, Louise. Je veux construire ce rêve avec toi. » De retour à Paris, dans les semaines qui suivirent, ils se plongèrent dans la planification de l'école. L'appartement-atelier de Louise au Marais se transforma en quartier général du projet. Des tables couvertes de dessins, de plans architecturaux, de budgets et de listes de partenaires potentiels occupaient chaque surface disponible. François fut surpris par sa propre dévotion. Après des années à se sentir simplement comme un administrateur de l'empire construit par son père, il trouvait enfin un objectif qui l'enthousiasmait véritablement. Il utilisait ses contacts, sa connaissance des affaires et son influence pour ouvrir des portes qui auraient normalement été fermées à une designer indépendante comme Louise. Un après-midi, alors qu'ils discutaient des emplacements possibles, pour l'école, le téléphone de François sonna. C'était son père. « François, nous devons parler de ton projet, » dit Charles, sans préambule. « Ta mère est inquiète et franchement, je suis curieuse aussi. Que dirais-tu d'un déjeuner? Demain, juste nous deux. » En raccrochant, François rencontra le regard interrogateur de Louise. « Mon père veut discuter de l'école, » expliqua-t-il. « Je pense qu'il est temps de présenter formellement le projet à la famille Devreau. »« Tu crois qu'ils vont accepter ?» demanda Louise, l'inquiétude évidente dans sa voix. François sourit, surpris par sa propre certitude. « Ils n'ont pas le choix, parce qu'avec ou sans leur approbation, nous allons le faire advenir. » Ce soir-là, tandis que Louise dormait, François s'assit sur le petit balcon de son appartement, observant les lumières de Paris. Il pensa au manoir où il avait grandi, aux attentes qui avaient toujours pesé sur ses épaules, au monde isolé de l'élite parisienne qui ne l'avait jamais fait se sentir pleinement épanoui. Puis il pensa à la maison de Madame Constance, aux histoires que les objets racontaient, à la richesse qui existait même après que la fortune financière eût disparu. Il pensa à l'éclat dans les yeux de Louise quand elle parlait de l'école, à la passion authentique qu'elle avait pour préserver et réinventer les traditions françaises. Pour la première fois de sa vie, François sentait qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand que lui-même, plus grand que le nom Devreau ou les comptes bancaires dont il hériterait. Et cette sensation, réalisa-t-il avec une clarté cristalline, valait plus que tout l'empire de sa famille. Revenant à l'intérieur, il observa Louise endormie, les boucles éparpillées sur l'oreiller, le visage serein. À côté du lit, un carnet ouvert montrait des croquis pour l'uniforme des futurs étudiants de l'école. Un design qui mélangeait des éléments contemporains avec des détails inspirés des cahiers de l'arrière-grand-mère de Louise. « Nous allons y arriver. »« Oh » chuchota-t-il, comme une promesse pour l'avenir qu'ils commençaient à construire ensemble. « Nous allons créer quelque chose qui compte vraiment. » Le restaurant Le 5, l'un des plus exclusifs de Paris, était un territoire familier pour la famille Devreau.
Les serveurs connaissaient Charles par son nom et ses plats préférés par cœur. François observait son père étudiant attentivement la présentation du projet qu'ils avaient préparé. Un document détaillé sur l'école de mode Racine française, avec des projections financières, des plans pédagogiques et l'impact social attendu. « Je dois admettre, » dit Charles finalement, fermant le dossier et prenant une gorgée de son vin, « que je suis impressionné. C'est beaucoup plus sophistiqué et bien structuré que ce à quoi je m'attendais. »« Merci. » répondit François, essayant de ne pas paraître trop surpris par le compliment. Cette idée de préserver des techniques artisanales en voie d'extinction et en même temps de créer une approche contemporaine de la mode française est vraiment intéressante, continua le patriarche. Je n'avais jamais pensé à la mode comme véhicule de préservation culturelle. François sourit, reconnaissant les mots de Louise dans la bouche de son père. C'est exactement ce qui m'a conquis dans le projet. Ce n'est pas seulement une école, c'est un mouvement de valorisation de notre identité. Charles étudia son fils un moment, une expression énigmatique sur son visage. « Tu es différent, François, plus passionné par ce que tu fais. »« Je le suis, » admit-il sans hésitation. « Pour la première fois, je sens que je construis quelque chose à moi, quelque chose qui a du sens. » « Et mademoiselle Dupont ? Elle fait partie de ce changement, je suppose. » François regarda directement dans les yeux de son père. « Louise a changé ma perspective sur beaucoup de choses. Elle m'a fait voir une France que je ne connaissais pas, bien que j'y vive depuis toujours. » Charles acquiesça lentement. « Ta mère est inquiète. Elle pense que tu es impulsif. Et toi, qu'en penses-tu » Le patriarche prit une autre gorgée de vin, considérant la question. « Je pense que tu es amoureux de la femme et de la cause. Et ce n'est pas nécessairement mauvais. Le problème avec la passion, c'est qu'elle peut aveugler. »« Père, je sais ce que je fais, » affirma François, la frustration commençant à poindre. « Nous avons analysé chaque aspect de ce projet. C'est viable, durable et potentiellement révolutionnaire pour le secteur. » À sa surprise, Charles sourit. « Je te crois. En fait, je suis disposé à contribuer. » François faillit s'étrangler, avec son vin. « Comment ça ? Devro Construction peut être partenaire officiel du projet, » expliqua Charles. « Nous pouvons céder un de nos immeubles à Belleville pour abriter l'école. Cet ancien entrepôt industriel que nous avons restauré. Il a l'espace nécessaire et l'esthétique industrielle correspond au concept créatif. » François n'en croyait pas ses oreilles. Pourquoi ce changement d'opinion ? Charles se pencha sur la table, son ton plus personnel que d'habitude. « Te souviens-tu de ton grand-père, mon père ?» Vaguement. J'avais 6 ans quand il est décédé. « Ton grand-père a commencé comme maçon, » révéla Charles, quelque chose que ta mère préfère ne pas mentionner dans les réunions du cercle parisien. Il a construit l'entreprise de zéro de ses propres mains. Il avait une vision, une passion pour ce qu'il faisait. François écoutait attentivement, surpris par cette révélation. L'histoire officielle de la famille avait toujours présenté son grand-père comme un entrepreneur visionnaire, mais jamais comme quelqu'un qui avait commencé en bas de l'échelle. Ces dernières années, j'ai le sentiment que Devro Construction a perdu un peu de cette passion, continua Charles. Nous sommes devenus d'excellents administrateurs d'un empire, mais quand avons-nous construit quelque chose de vraiment innovant pour la dernière fois ? Et tu penses que l'école peut être ce projet innovant ? Je le crois, confirma Charles. De plus, l'accent mis sur la durabilité, la préservation culturelle et l'inclusion sociale s'alignent parfaitement avec la direction que prend le marché. Ce n'est pas seulement de la philanthropie, c'est une bonne affaire à long terme. François sourit, réalisant que son père faisait ce qu'il avait toujours fait, trouver l'angle commercial dans une situation personnelle. Néanmoins, c'était un progrès significatif. « Et maman ?» demanda François, sachant qu'Amélie serait un obstacle plus important. Charles soupira. « Laisse ta mère à mes soins. Elle mettra plus de temps à accepter, mais finira par voir les bénéfices, surtout quand nous commencerons à recevoir des éloges de la presse et du cercle social. » Cet après-midi-là, quand François annonça la nouvelle à Louise, elle n'y crut pas initialement. « Ton père ? Le même Charles Devro qui m'a à peine adressé la parole pendant le dîner ?» demanda-t-elle perplexe, au milieu des tissus et dessins éparpillés dans l'atelier. « Lui-même, » confirma François, encore surpris lui-même. « Et ça n'est pas tout. Il a offert l'entrepôt de Belleville, celui que je t'ai montré sur les photos.
Louise se laissa tomber sur une chaise, essayant d'assimiler l'information. « Ça change, tout. Avec cet espace, nous pouvons commencer bien plus tôt que prévu. » Dans les semaines qui suivirent, le projet prit rapidement de l'ampleur. L'entrepôt de Belleville, une ancienne usine textile des années 1940 qui avait été soigneusement restaurée par Devro Construction, était parfait pour le concept de l'école. Les hauts plafonds avec des puits de lumière offraient une abondante lumière naturelle, essentielle pour le travail avec les couleurs et les tissus. Les espaces vastes permettraient la création de salles de classe, d'ateliers, d'un petit auditorium pour des défilés et même d'une boutique concept pour vendre les créations des élèves. Louise coordonnait personnellement l'adaptation de l'espace, travaillant avec un architecte qui comprenait sa vision de mélanger l'industriel avec l'artisanal. Des murs furent abattus pour créer des espaces collaboratifs, mais des éléments originaux comme des colonnes en fonte et des planchers en bois furent préservés comme témoins de l'histoire industrielle du lieu. François, quant à lui, utilisait ses contacts pour obtenir des parrainages et des partenariats. Plusieurs entreprises du secteur textile acceptèrent de fournir des matériaux. Des outils spécialisés furent donnés par des fabricants et un important groupe éducatif offrit son soutien pour la structuration du programme et la certification des cours. Je n'aurais jamais imaginé que le nom Devro ouvrirait tant de portes. So commenta Louise un soir alors qu'il passait en revue la liste des partenaires confirmés. Pour la première fois, je suis véritablement heureux de l'utiliser pour quelque chose qui compte vraiment, répondit François, l'attirant dans ses bras. Tout n'était pas rose, cependant. Amélie Montagne-Devro continuait de résister à l'idée et particulièrement à la relation de son fils avec Louise. Lors d'un déjeuner dominical au manoir du 16e arrondissement, elle tint à clarifier son opinion. « François, tu risques ta réputation professionnelle dans ce projet, dit-elle, coupant méticuleusement son filet mignon. Les gens commentent. « Quelle personne, mère ?» demanda François, fatigué de cette conversation récurrente. Cécile Martin m'a demandé au thé caritatif de la semaine dernière si tu avais abandonné la construction pour devenir styliste. Heutige, rapporta Amélie avec un dégoût évident. Et sa fille, celle qui a étudié à Londres, a dit que cette école ne sera jamais prise au sérieux dans le monde de la mode. François respira profondément, contenant son irritation. La fille qui a étudié à Londres n'a probablement jamais créé quoi que ce soit d'original dans sa vie. Et quant à abandonner l'entreprise, je suis plus présent que jamais. Je consacre simplement mes heures libres à quelque chose qui me passionne. Toute cette passion va passer, assura Amélie comme si elle diagnostiquait une maladie temporaire. Et quand elle passera, j'espère que tu n'auras pas compromis tout ce que nous avons construit. La tension fut interrompue par la sonnerie du téléphone de François. C'était Louise. Je dois répondre, dit-il, se levant de table. Ça pourrait être important. La voix de Louise de l'autre côté de la ligne semblait agitée. François, nous avons un problème. L'inspection est ici à l'entrepôt et dit que nous avons besoin de plus de licences pour fonctionner, comme institution d'enseignement. Ils menacent de suspendre les travaux. J'arrive tout de suite, répondit-il raccrochant. Mère, je dois y aller. Un problème est survenu à l'entrepôt. Amélie haussa un sourcil. Tu vois, ça commence déjà. François ignora le commentaire et sortit précipitamment, se dirigeant vers Belleville, aussi vite que la circulation parisienne le permettait. En arrivant sur place, il trouva Louise en discussion avec deux inspecteurs de la mairie qui présentaient une liste d'exigences techniques apparemment interminables. Monsieur Devro. Heutige salua l'un des inspecteurs, son attitude changeant visiblement en reconnaissant François. Nous ne faisons que suivre le protocole. Pour fonctionner comme établissement d'enseignement, le bâtiment doit répondre à des exigences spécifiques, de sécurité et d'accessibilité. Je comprends, répondit François, gardant son calme. Pouvons-nous voir exactement ce qui manque et établir un calendrier pour les adaptations nécessaires? Après 2 heures de négociations tendues, ils parvinrent à un accord. Ils auraient 30 jours pour mettre en œuvre les changements exigés et en attendant, ils pourraient continuer les travaux d'adaptation de l'espace. C'était étrange, commenta Louise après le départ des inspecteurs. Nous avions vérifié toutes les licences nécessaires. C'est comme si quelqu'un avait spécifiquement dénoncé. François fronça les sourcils, un soupçon se formant dans son esprit. Je vais découvrir ce qui s'est passé. La réponse vint de façon inattendue 2 jours plus tard, lors d'un
Cocktail de lancement d'un nouveau projet de Devreau Construction. François discutait avec des investisseurs potentiels quand il aperçut une figure familière, Florence Olivier, son ex-fiancée, conversant avec animation avec un homme qu'il reconnut comme un haut fonctionnaire du secrétariat à l'urbanisme de la mairie. « Excusez-moi », dit François aux investisseurs, se dirigeant vers le bar pour se placer à un endroit d'où il pouvait entendre la conversation. Alors il a suffi de mentionner les possibles irrégularités et ils ont couru pour inspecter, disait Florence en riant. François a toujours été nul avec la bureaucratie, cela devrait les retarder de plusieurs mois. Le fonctionnaire semblait mal à l'aise. Florence, c'était irrégulier. Si on découvre que j'ai divulgué des informations sur une inspection, détends-toi, personne ne le découvrira. Et tu me dois quelques faveurs, souviens-toi. François sentit une vague de colère monter en lui. Il s'approcha lentement, se positionnant derrière Florence. « Bonsoir », dit-il calmement, la faisant se retourner brusquement. Une inspection à Belleville, quelle coïncidence intéressante. Le fonctionnaire pâlit visiblement. « François, je ne savais pas que... »« Richard, c'est ça ?»« Du département des licences », interrompit François, sa voix froide. Intéressant comme l'inspection est apparue exactement quand nous étions sur le point de finaliser les adaptations. Florence se remit rapidement de sa surprise. « François, quelle agréable surprise. Nous discutions simplement des procédures standards de la mairie. »« Épargne-moi ça, Florence, » coupa François. « Richard, je suggère que vous retourniez à votre département et vérifiez si toutes les procédures ont été correctement suivies dans cette inspection. Parce que si je découvre la moindre irrégularité dans le processus, j'aurai plaisir à porter l'affaire devant le secrétaire à l'urbanisme, qui, par coïncidence, joue au golf avec mon père tous les samedis. » L'homme acquiesça nerveusement et s'éloigna sans rien ajouter. Florence fixa François, le sourire social remplacé par une expression froide. « Alors les rumeurs sont vraies, » dit-elle avec dédain. « L'héritier des Devreau est vraiment en train de tout sacrifier. » Pour une styliste de seconde zone. Louise a plus de talent et d'intégrité dans son petit doigt que tu n'en auras jamais, Florence, répondit François calmement. Et quant à tout sacrifier, je ne fais que commencer à construire quelque chose qui compte vraiment. Ta mère doit être dévastée, provoqua-t-elle. Amélie a toujours rêvé d'une belle fille de notre cercle, pas une artisane. Ma mère s'en remettra, assura François. Et tu devrais aussi passer à autre chose, Florence. Cette obsession n'est pas saine. La laissant sans voix, François retourna auprès des investisseurs, mais son esprit était ailleurs. Le sabotage de Florence n'était-il que le début? À quoi d'autre devait-il s'attendre alors que le projet gagnait en visibilité? Ce soir-là, il partagea ses préoccupations avec Louise alors qu'il dînait dans son petit appartement. « Je ne suis pas surprise », commenta Louise servant plus de vin. « Les personnes comme Florence ne supportent pas de voir les autres trouver le bonheur sur des chemins qu'elles ne comprennent pas. Le problème est qu'elle a des contacts et de l'influence, expliqua François, et apparemment suffisamment de rancune pour essayer de nous nuire. Alors nous devrons être plus intelligents, décida Louise, ses yeux brillants de détermination. Si elle veut jouer sale, nous montrerons comment on joue propre et on gagne quand même. Plus vous commentez et partagez, plus nous pourrons apporter des histoires qui touchent votre cœur. Laissez votre nom dans les commentaires et nous pourrons l'inclure dans l'une de nos prochaines histoires, avec un message spécial rien que pour vous. La solution vint sous la forme d'une idée audacieuse, transformer le problème en opportunité. Au lieu de cacher les difficultés, ils décidèrent de faire du processus d'adaptation de l'entrepôt une partie de la narration de l'école. Louise invita Julie, la sœur de François et influenceuse digitale, à documenter le parcours de transformation de l'espace. Avec ses millions d'abonnés, Julie commença à publier des vidéos quotidiennes montrant les défis, les solutions créatives trouvées et surtout le but plus large derrière le projet. Aujourd'hui, nous adaptons le système d'accessibilité pour garantir que tous puissent participer à l'école Racine française, narrait Julie dans l'une des vidéos, tandis qu'elle montrait des ouvriers installant des rampes et des ascenseurs. Chaque défi que nous affrontons ne fait que renforcer notre engagement envers l'inclusion et l'innovation. La stratégie fonctionna mieux que prévu. Le projet commença à gagner un soutien public,
attirant l'attention des médias spécialisés. Un important magazine d'architecture fit un reportage sur l'adaptation durable de l'entrepôt historique, soulignant comment l'école préservait des éléments du patrimoine industriel de la ville tout en créant un espace éducatif innovant. Des artisans de diverses régions de France commencèrent à prendre contact, s'offrant pour partager des techniques traditionnelles. De jeunes designers envoyaient des portfolios, espérant faire partie de la première promotion. Même quelques célébrités manifestèrent leur soutien, attirés par la combinaison de préservation culturelle, durabilité et inclusion sociale. Le cheese, moment décisif vint quand une célèbre styliste française avec une reconnaissance internationale, Charlotte Gainsbourg, visita l'entrepôt encore en travaux. « Ce que vous faites ici est révolutionnaire », déclara-t-elle après avoir découvert le projet. « La mode française doit redécouvrir ses racines pour trouver sa voie unique sur la scène mondiale. Comptez sur moi comme mentor pour les étudiants. » L'approbation de Charlotte attira l'attention internationale avec des publications étrangères mentionnant l'école Racine française comme un modèle innovant d'éducation en mode et de préservation culturelle. Au milieu de ce tourbillon d'événements positifs, même Amélie commença à montrer des signes de changement. Lors d'un dîner familial, elle surprit tout le monde en demandant « Quand aura lieu l'événement d'inauguration ? Nous devons nous assurer que les invitations soient impeccables. » François et Charles échangèrent des regards surpris. « Tu veux participer à l'organisation, maman ?» demanda François prudemment. « Évidemment », répondit Amélie comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Si nous allons associer le nom Devereux à ce projet, nous devons nous assurer que le lancement soit un événement à la hauteur de notre tradition. » Plus tard, Charles expliqua le changement d'attitude de son épouse. « Ta mère a réalisé que le vent avait tourné. » Quand ses amis ont commencé à demander comment elle pouvait s'impliquer dans le projet au lieu de le critiquer, elle a compris qu'elle était du mauvais côté de l'histoire. François rit. « Alors c'est une question de statut social. »« Pour ta mère, ça l'a toujours été, » admit Charles, « mais l'important est qu'elle s'ouvre à l'idée. Et crois-le ou non, elle a été vraiment impressionnée par l'article sur Louise dans Vogue France. » Le rapprochement entre Amélie et Louise était encore tendu et formel, mais représentait une avancée significative. Lors d'une réunion, pour discuter de l'événement d'inauguration, les deux femmes réussirent à travailler ensemble de manière productive, Amélie offrant ses contacts et son expérience dans les événements sociaux, tandis que Louise maintenait l'accent sur l'authenticité et la mission de l'école. « J'ai pensé inviter des artisanes de différentes régions de France pour des démonstrations en direct pendant l'événement, » suggéra Louise. « Des dentelières de Bretagne, des brodeuses de Provence, des tisserandes d'Alsace. »« Excellente idée, » approuva Amélie étonnamment. « Nous pouvons créer des stations thématiques dans l'espace, et je suggère d'inviter aussi la presse internationale. J'ai des contacts chez Vogue américain et elle qui adorerait couvrir quelque chose d'aussi authentique. » François observait l'interaction avec un mélange de surprise et de satisfaction. Peut-être, juste peut-être, des mondes si différents pouvaient-ils trouver des points de contact. Avec la date de l'inauguration qui approchait, l'énergie dans l'entrepôt de Belleville était contagieuse. Artisans, designers, architectes et bénévoles travaillaient sans relâche pour finaliser chaque détail. Louise était au centre de tout, coordonnant, créant, inspirant. Un après-midi, alors qu'elle supervisait l'installation de métiers à tisser traditionnels dans l'une des salles de classe, elle sentit François l'enlacer par derrière. « C'est presque là, » murmura-t-il à son oreille. « Tu as réussi. »« Nous avons réussi, » corrigea-t-elle, se tournant pour lui faire face. « Cela ne serait jamais arrivé sans toi. » François sourit, regardant autour de lui l'espace qui se transformait chaque jour. « Tu sais ce que j'ai réalisé ? Cet endroit n'est pas seulement une école, c'est un manifeste, une déclaration que nous pouvons honorer nos racines et pourtant créer quelque chose de révolutionnaire. » Louise acquiesça, ses yeux brillants d'émotion et de détermination. « Et nous ne faisons que commencer. Après l'inauguration, le vrai travail commence. » En parlant de cela, me rappela François, nous devons finaliser la liste des invités d'ici demain, et nous n'avons toujours pas décidé de la clôture de l'événement. Louise sourit mystérieusement. Quant à la clôture, j'ai une idée, quelque chose qui va surprendre tout le monde, y compris toi.
La semaine précédant l'inauguration de l'école Racine, Française transforma l'entrepôt de Belleville en une fourmilière humaine. Des artisans de toutes les régions de France arrivaient quotidiennement, apportant avec eux non seulement des techniques et des connaissances ancestrales, mais aussi des histoires qui donnaient vie aux murs fraîchement peints de l'espace. François observait émerveillé comment Louise naviguait parmi eux tous avec familiarité et respect, parlant aux dentelières bretonnes sur le même ton affectueux qu'elle utilisait avec les stylistes internationaux. Madame Marinette, ses broderies en ruban sont spectaculaires. Commentait-elle avec une dame de près de 80 ans venue de Normandie. Pouvons-nous installer un poste pour que vous démontriez la technique pendant l'événement? Ce sera un plaisir, ma fille, répondait l'artisane avec un sourire qui révélait des décennies de sagesse. Ces vieilles mains ont encore beaucoup à enseigner. Dans un autre coin, Amélie Montagne de Vrault, étonnamment présente dans les préparatifs, coordonnait l'équipe de décoration avec la même efficacité avec laquelle elle organisait les plus grands événements caritatifs de Paris. Les fleurs doivent toutes être natives de France. Fama instruisait-elle à un fleuriste renommé. Lavande, tournesol, coquelicot, pas de roses importées. Nous célébrons nos racines, n'est-ce pas? François s'approcha de sa mère, toujours pas tout à fait habitué à sa soudaine conversion à la cause. Impressionnant comme tu as absorbé le concept du projet, maman. Amélie ajusta discrètement un bouquet de lavande avant de répondre. Ne sous-estime pas ma capacité d'adaptation, chérie. De plus, ajouta-t-elle à voix basse, j'ai découvert que Carole Pinault et Monique Vasseur sont en compétition pour voir qui peut récolter le plus de dons pour l'école. Je ne peux pas rester en arrière, n'est-ce pas? François rit, reconnaissant la vieille Amélie derrière la nouvelle façade de défenseur des traditions culturelles françaises. Néanmoins, c'était un progrès. En parlant de dons, continua Amélie, j'ai convaincu ton père d'offrir des bourses d'études intégrales pour 10 jeunes talents de communautés périphériques. Nous l'appelons le programme Devrault. Pour nouveaux talents. Ça sonne bien, non? Maman, c'est incroyable, répondit François sincèrement surpris. Amélie haussa les épaules avec une fausse modestie. Eh bien, si nous allons faire cela, faisons-le correctement. Et où est Louise? Nous devons décider du menu de la réception. Je suggère un buffet qui représente la diversité culinaire française, mais avec une présentation sophistiquée. Elle est dans la salle de couture, finalisant un projet spécial, répondit François, souriant en pensant au mystère que Louise entretenait depuis des semaines. Depuis qu'elle avait mentionné une surprise pour la clôture de l'événement, Louise passait des heures enfermée dans une salle réservée de l'entrepôt, n'autorisant l'entrée qu'à quelques artisanes sélectionnées. Quand François essayait de jeter un coup d'œil, il était invariablement expulsé avec des rires et des commentaires sur les fiancés curieux. En parcourant l'entrepôt, François remarqua Julie filmant une interview avec une jeune tisserande de la vallée de la Loire pour sa chaîne. « Et comment cette technique t'a-t-elle été transmise ?» demandait Julie, sincèrement intéressée. « Ma grand-mère me l'a enseignée quand j'avais 7 ans, » expliquait la jeune femme, ses mains se déplaçant habilement sur le métier à tisser. Elle l'a apprise de sa mère, qui l'a apprise de sa mère avant elle. C'est un savoir qui vient de nombreuses générations. Et que signifie pour toi d'être ici, de participer à ce projet? La jeune femme s'arrêta un moment émue. Ça signifie que notre art ne se perdra pas. Dans ma communauté, les filles plus jeunes ne veulent plus apprendre. Elles préfèrent être sur leur téléphone, tu sais. Mais maintenant, en voyant notre travail valorisé ainsi à Paris, elles commencent à s'y intéresser à nouveau. François sentit un nœud dans la gorge en entendant ces mots. C'était exactement ce qu'ils avaient imaginé en concevant. L'école, un espace de valorisation, de préservation et de réinvention des traditions françaises. Le téléphone de François vibra avec un message de Charles. Réunion urgente à l'entreprise. Problème possible avec les licences pour l'événement. Fronçant les sourcils, François se dirigea rapidement vers sa voiture. Que pouvait-il encore se passer à seulement 3 jours de l'inauguration? Au siège de Devrault Construction, il trouva son père réuni avec le département juridique, tous arborant des expressions préoccupées. « Que se passe-t-il » demanda François, s'asseyant à la table de réunion. « Nous avons reçu une notification de la mairie », expliqua Charles, passant un document à son fils. « Apparemment, nous avons besoin d'une licence spéciale pour les événements de plus de 500 personnes dans cette zone de la ville.
et le processus normal prend 30 jours. C'est ridicule, protesta François. Nous avons vérifié toutes les licences nécessaires, et nous l'avons fait, confirma la directrice juridique. Mais c'est une nouvelle exigence, mise en œuvre il y a moins d'un mois. Apparemment suite à des plaintes de résidents concernant le bruit lors d'événements antérieurs dans la région. François respira profondément, essayant de contrôler sa frustration. Avons-nous une alternative? Nous pourrions limiter le nombre d'invités à moins de 500, ce qui nous placerait dans une autre catégorie de licence, plus simple à obtenir, suggéra l'avocate. Impossible, déclara Charles. Nous avons déjà confirmé plus de 700 personnes, y compris la presse internationale, des autorités et des donateurs potentiels. Annuler maintenant serait un désastre. François acquiesça. Réduire l'événement n'était pas une option viable à ce stade. Et une approbation d'urgence, nous avons des contacts à la mairie. Nous y travaillons déjà, répondit Charles. Mais même avec nos meilleurs contacts, ce n'est pas garanti. Nous avons besoin d'un plan B. C'est à ce moment que François eut une idée. Et si, au lieu d'un seul grand événement, nous faisions une série de petits événements, tout au long de la journée, nous pourrions diviser les invités en groupes, chacun avec un horaire spécifique pour visiter. La suggestion généra un bourdonnement dans la salle. La directrice juridique commença à analyser la faisabilité. Techniquement, si chaque groupe a moins de 500 personnes et qu'il y a un intervalle entre les sessions, nous pourrions argumenter qu'il s'agit d'événements distincts. Ce serait compliqué logistiquement, réfléchit Charles, mais cela pourrait fonctionner. Nous devrions réorganiser toute la programmation, les invitations, le traiteur. Je peux m'en occuper, assura François. Je vais parler à Louise et à ma mère immédiatement. Elles trouveront un moyen de transformer cela en avantage. En retournant à l'entrepôt et en expliquant la situation, François s'attendait à trouver du désespoir. Au lieu de cela, Louise le surprit avec un rire. « C'est parfait !» s'exclama-t-elle à l'étonnement général. « J'ai toujours pensé qu'essayer de tout montrer à tous en même temps diluerait l'expérience. Maintenant, nous pouvons créer des parcours thématiques. »« Comment ça ?» demanda Amélie, qui calculait déjà mentalement le travail supplémentaire pour tout réorganiser. « Divisons les invités en groupes par intérêt », expliqua Louise animée. « Un groupe axé sur les techniques textiles traditionnelles, un autre sur le design contemporain, un autre sur la durabilité. Chaque groupe aura une expérience plus approfondie dans son domaine d'intérêt et nous pourrons personnaliser les démonstrations pour chaque public. »« C'est brillant, » admit Amélie, visualisant déjà la nouvelle organisation. « Nous pouvons utiliser différentes couleurs pour identifier chaque groupe et créer des documents spécifiques pour chaque parcours. Et pour la fin de la journée, » compléta Louise, nous réunissons tout le monde pour un événement de clôture en plein air, dans la cour centrale. Techniquement, ce serait un autre événement, dans un autre espace. L'idée prit forme rapidement. Les 2 jours suivants furent consacrés à un travail frénétique pour tout réorganiser, mais le résultat promettait d'être encore plus percutant que le plan original. Amélie mobilisa son équipe de relations publiques pour communiquer les changements aux invités, les présentant comme une expérience exclusive et personnalisée, plutôt que comme une solution à un problème bureaucratique. La veille de l'inauguration, presque tout étant prêt, François réussit enfin à avoir un moment seul avec Louise. Il la trouva dans la salle réservée, travaillant sur le mystérieux projet qu'elle gardait secret. « Je peux entrer ?» demanda-t-il, frappant légèrement à la porte entr'ouverte. Louise couvrit rapidement ce sur quoi elle travaillait avec un tissu. « Juste 1 minute. » Après avoir rangé quelques matériaux, elle autorisa son entrée. « Tu ne peux toujours pas voir la surprise, mais nous pouvons discuter ici. » François s'assit sur une chaise disponible, observant l'espace rempli de tissus, de rubans et d'outils de couture. L'odeur de coton neuf se mêlait au parfum d'herbe que Louise utilisait pour parfumer naturellement ses créations. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle, remarquant sa fatigue. Ces derniers jours ont été fous. « Je vais très bien, » assura-t-il, souriant. « Fatigué mais heureux. Voir tout cela devenir réalité, c'est indescriptible. » Louise s'assit à côté de lui, prenant ses mains. « Tu as transformé un rêve impossible en réalité, François. Sans toi, ce ne serait qu'une belle idée dans ma tête. Sans toi, je vivrais encore en pilote automatique, construisant des immeubles sans but et assistant à des événements sans âme, » rétorqua-t-il. «
Nous avons été une combinaison parfaite dès le début. » Ils restèrent silencieux un moment, absorbant l'ampleur de ce qu'ils avaient de construit ensemble en si peu de temps. Ce n'était pas seulement une école, mais un mouvement, une déclaration sur l'importance de l'authenticité et des racines culturelles dans un monde de plus en plus homogénéisé. « J'ai quelque chose pour toi, » dit François finalement, sortant une petite boîte de sa poche. « J'allais attendre après l'inauguration, mais je pense que c'est le moment parfait. » Louise regarda la boîte avec surprise. François l'ouvrit, révélant une paire de boucles d'oreilles en argent avec de petites pierres françaises aux couleurs vibrantes, tourmaline, aigue marine et quartz. « Elles sont magnifiques, » chuchota-t-elle, les touchant délicatement. « Elles ont été faites par une artisane d'Avignon, utilisant de l'argent et des pierres françaises, » expliqua François. « J'ai demandé qu'elles s'inspirent de ton style, authentique, vibrant, unique, pour que tu les portes demain, pour le grand jour. » Louise sourit, émue. « Elles iront parfaitement avec ma surprise, qui reste un mystère apparemment, » plaisanta François. « Pour 24 heures seulement, » promit-elle, l'embrassant doucement. « Et cela vaudra l'attente. » Le matin de l'inauguration, Paris se réveilla avec un ciel étonnamment bleu, comme si la ville voulait coopérer pour ce grand jour. L'entrepôt de Belleville, transformé en un centre créatif vibrant, était méconnaissable. L'ancien bâtiment industriel, avec sa façade de briques apparentes restaurées, arborait maintenant une plaque élégante. École Racines françaises, tradition, innovation, identité. L'intérieur avait été organisé en stations, thématiques, chacune représentant une région de France et ses techniques artisanales spécifiques. Dans la cour centrale, une structure temporaire avait été montée pour l'événement de clôture, avec une petite scène pour les présentations et discours. François arriva tôt, vérifiant chaque détail une dernière fois. Il portait un costume bleu marine conçu spécialement pour l'occasion, par un tailleur qui travaillait avec des techniques traditionnelles, assorti d'une cravate en soie naturelle, teinte avec des pigments végétaux de Provence. Les premiers invités commencèrent à arriver à 10 heures. Le groupe axé sur les techniques traditionnelles, composé principalement d'universitaires, de chercheurs et de représentants d'institutions culturelles. Ils furent accueillis par des artisanes qui démontraient des techniques ancestrales de tissage, de broderie et de dentelle. À 13 heures, arriva le second groupe, formé de designers, de stylistes et de représentants de l'industrie de la mode, intéressés par l'application contemporaine des techniques traditionnelles. Ce groupe fut guidé par de jeunes designers qui montraient comment ils réinterprétaient l'artisanat français dans des pièces modernes et innovantes. Le troisième groupe, à 16 heures, était composé de la presse, d'influenceurs et de célébrités. Julie assuma le rôle d'hôtesse pour ce groupe, les guidant avec son énergie contagieuse et s'assurant que chaque moment soit dûment enregistré pour les réseaux sociaux. François circulait entre les groupes, discutant avec les invités, répondant aux questions, présentant des partenariats. Il remarqua avec satisfaction comment sa mère, impeccablement vêtue d'un ensemble en soie naturelle au ton terreux, semblait authentiquement fière en expliquant le projet à ses amis de la haute société. Charles aussi surprenait, engagé dans des conversations animées avec des artisans, démontrant un intérêt sincère pour les techniques et histoires qu'ils entendaient. À un moment, François le trouva en train d'apprendre à faire un nœud de macramé avec une artisane de Bretagne, ses mains habituées à signer des contrats de millions d'euros, essayant maintenant de maîtriser cet art ancestral. « C'est plus difficile que ça en a l'air », commenta Charles, riant de ses propres difficultés. « Vous avez l'étoffe, monsieur, il vous faut juste de la pratique », encouragea l'artisane patiemment. François sourit en observant la scène, réalisant que le projet accomplissait quelque chose de plus précieux encore que la préservation de techniques artisanales. Il créait des ponts entre des mondes qui se rencontraient rarement. Au fur et à mesure que la journée avançait, François commença à remarquer l'absence de Louise. Elle avait participé brièvement à l'accueil des premiers groupes, puis avait disparu, probablement pour préparer sa mystérieuse surprise. À 19 heures, tous les groupes se réunirent dans la cour centrale pour l'événement de clôture. Des lanternes, en papier illuminant l'espace, créant une atmosphère magique. Au centre, une passerelle avait été installée, suggérant qu'il y aurait une sorte de défilé. Charles monta sur la petite scène pour donner le
coup d'envoi de la cérémonie officielle. Bonsoir à tous. En tant que président de Devro Construction, c'est avec immense fierté que nous inaugurons officiellement l'école Racine française. Ce projet représente non seulement un investissement dans l'éducation et la culture, mais une déclaration sur l'importance de préserver et célébrer notre identité française. Des applaudissements enthousiastes accueillirent ces paroles. Charles continua. Mais ce soir ne concerne pas moi ou Devro Construction. Il s'agit d'une vision partagée par deux personnes extraordinaires qui ont eu le courage de rêver au-delà des conventions. Mon fils François et sa partenaire dans tous les sens du terme, Louise Dupont. François monta sur scène, ému par l'introduction de son père. Merci à tous d'être ici ce soir, partageant ce moment avec nous. L'école Racine française est née d'une rencontre improbable entre deux mondes apparemment distants, mais qui ont découvert avoir bien plus en commun qu'ils ne l'imaginaient initialement. Il fit une pause, cherchant les mots justes. Ce projet n'est pas seulement sur la mode ou l'artisanat. Il s'agit de reconnexion avec nos racines, avec notre identité culturelle, avec ce qui nous rend authentiquement français. Dans un monde de plus en plus homogénéisé, nous croyons que notre plus grande force réside justement dans notre diversité et notre authenticité. Les invités écoutaient attentivement, beaucoup acquiesçant en accord. François continua. Et maintenant, pour clôturer cette soirée spéciale, j'ai le plaisir de vous présenter la véritable visionnaire derrière ce projet, la femme qui m'a appris à voir la beauté là où d'autres ne voient que de l'excentricité, la designer et éducatrice Louise Dupont. Un murmure d'expectative parcourut l'assistance. Les lumières baissèrent et une musique douce commença à jouer. Une composition qui mêlait des éléments de musique classique avec des rythmes traditionnels français. De l'une des entrées latérales apparut Louise, et François sentit son cœur s'accélérer. Elle portait ce qui ne pouvait être décrit que comme une œuvre d'art portable, une robe qui racontait l'histoire de la France à travers des techniques et des matériaux. La base était un tissu de coton biologique, teint naturellement en un dégradé, qui allait du bleu profond de la mer au vert vibrant des forêts. Sur cette base, des couches d'histoire avaient été soigneusement appliquées, dentelles délicates, de Bretagne, broderie provençale, application de tissus traditionnels, rubans tissés à la main, petites sculptures textiles qui représentèrent la flore et la faune française. Chaque élément avait été créé par l'une des artisanes participant au projet, formant une mosaïque de techniques et de traditions. La robe bougeait comme une entité vivante, tandis que Louise marchait sur la passerelle, révélant de nouveaux détails à chaque pas. À ses pieds, elle portait les mêmes chaussures que le soir de leur rencontre. Maintenant, François comprenait le symbolisme. À ses oreilles, les boucles d'oreilles qu'il lui avait offertes, complétant parfaitement l'ensemble. Ses cheveux étaient ornés de petites fleurs naturelles, arrangées dans un style qui mélangeait influences méditerranéennes et celtiques. Lorsque Louise arriva au bout de la passerelle, elle s'arrêta et sourit à l'assistance silencieuse, visiblement impressionnée par la vision. Puis elle fit un geste des mains, et des mêmes entrées latérales apparurent 12 autres femmes, chacune portant une création unique qui représentait une région spécifique de France. C'étaient les artisanes qui avaient travaillé sur le projet, transformées en mannequins pour la soirée, se tenant avec la dignité de celles qui connaissent la valeur de leur travail et de leur histoire. Des femmes de tous âges, ethnies et morphologies, unies par l'art qu'elles créaient de leurs mains. L'assistance éclata en applaudissements enthousiastes. Des journalistes internationaux enregistraient frénétiquement le moment, sachant qu'ils étaient témoins de quelque chose de véritablement original. Amélie, aux côtés de Charles, avait les larmes aux yeux, quelque chose que François n'avait jamais vu auparavant. Lorsque les applaudissements diminuèrent, Louise s'approcha du microphone. « Cette robe que je porte aujourd'hui n'est pas seulement un vêtement. C'est un manifeste textile, une déclaration que la mode française a sa propre voix, sa propre histoire, sa propre identité. Chaque élément a été créé par des mains qui portent des générations de savoir, des techniques qui ont résisté au temps et à l'oubli. » Elle fit une pause, regardant directement François. L'école Racine française naît de la rencontre de mondes apparemment distants, mais qui ont découvert une connexion profonde à travers le respect mutuel et la valorisation de l'authenticité. Ce n'est pas seulement un espace éducatif, mais un mouvement de préservation culturelle et
d'innovation créative. Louise fit un geste vers les artisanes qui l'accompagnaient. Ces femmes extraordinaires sont les véritables gardiennes de notre patrimoine culturel. À partir de demain, elles seront aussi des éducatrices, partageant leur savoir avec de nouvelles générations. Parce que nous croyons que l'avenir de la mode française se trouve dans ses racines, dans son histoire, dans sa diversité unique. Les applaudissements reprirent d'encore plus enthousiastes. François observait Louise avec admiration et un amour débordant. Elle n'était pas seulement talentueuse et visionnaire, elle était une force de la nature, capable de transformer des vies et des perspectives. Quand le défilé se termina, les invités furent conviés à explorer une exposition des pièces créées spécialement pour l'inauguration. François réussit enfin à avoir un moment seul avec Louise. « Tu m'as laissé sans voix », et confessa-t-il tenant ses mains. « Cette robe est transcendantale. » Louise sourit, ses yeux brillants d'émotion et d'accomplissement. C'est le résultat de nombreuses mains et de nombreuses histoires, comme notre école. Comme notre histoire, compléta François, l'attirant dans une étreinte. À ce moment, entourés du bourdonnement animé d'invités émerveillés par ce qu'ils avaient vu, tous deux savaient qu'ils avaient créé quelque chose de bien plus grand qu'un projet éducatif ou une collection de mode. Ils avaient créé un mouvement de reconnexion avec les racines françaises, un espace où tradition et innovation pouvaient coexister et se renforcer mutuellement. Et, plus important encore, ils avaient construit des ponts entre l'élite économique et les communautés traditionnelles, entre le passé et l'avenir, entre des mondes qui se rencontraient rarement, mais qui, une fois unis, créaient quelque chose de véritablement extraordinaire. Ce n'est que le début. N'est-ce pas ? Demanda François, regardant autour de lui l'espace vibrant d'énergie et de possibilités. Juste le premier chapitre, confirma Louise, ses yeux fixés dans les siens. Nous avons encore beaucoup d'histoires à raconter, beaucoup de ponts à construire. Et en cette soirée de célébration, alors que Paris témoignait de la naissance d'une nouvelle ère pour la mode française,